Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 5e épisode de la 2e saison d'Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes pour vous faire découvrir des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des start-upers et même des politiciens afin de vous mettre sous les yeux la personnalité qui sait peut-être que vous aimeriez devenir en créant votre propre projet. Sans plus tarder, avec moi aujourd'hui pour ce 5e épisode, Jafar El Alami, un jeune start-upper qui a su faire parler de lui. Je ne vous en dis pas plus, on va le découvrir ensemble. Jafar El Alami, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode d'Impact Podcast. Un grand merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Donc, comme à l'accoutumée à Impact Podcast, on commence avec le blitz de l'entrepreneur, donc notre petit brise-glace. Je te pose quelques questions vite fait et tu me dis ce que tu en penses. Let's go. Alors, café ou thé? Café. Ok, c'est posé. C'est Un clair. super pouvoir. L'ubiquité. Être présent partout, là où il faut, au bon moment. Ok. Et un animal entrepreneur? Le lion. Le lion, parce qu'il faut être fort et il faut savoir protéger ses équipes, notamment. Et il faut pouvoir aller être finalement le meilleur sur le marché. D'accord. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt. Ponctuel ou en retard? Alors, à la marocaine ou à la française? Plutôt ponctuel. Plutôt ponctuel, ok. Hyperactif ou relax? Hyperactif. À la Suisse, on dira donc. Ouais, c'est ça. Ville ou campagne? Alors, ville, par contre, trop de ville tue la ville, donc de temps en temps, la campagne. On se ressource un petit peu sans en temps, oui. Film ou livre? Eh bien, livre. Parce qu'on peut justement stimuler son imagination. Donc, c'est une autre dimension, notamment de l'entertainment. Ok, mais dans ce cas, e-book ou papier? Ah non, papier. Papier, parce qu'il faut aussi avoir le feeling, un autre sens qu'on stimule. Ok. Digital ou papier? Eh bien, Pour le boulot. paradoxalement, même si j'innove en digital, eh bien, je préfère quand même le papier. Je trouve que c'est ce qui ancre dans l'esprit. J'ai une mémoire scripturale, donc ceci justifie cela. On est un peu pareil sur ça, je trouve. On est d'accord. Mais ouais, donc du coup, entre les deux. Aussi bien pour les livres que pour... pardon. Du coup, papier pour les livres, mais papier aussi sur le professionnel, Exactement. entre le digital et le papier. Absolument. Pas tout à fait digital. C'est ça. D'accord. Solo ou en équipe? Eh bien, ça dépend. En équipe, de manière générale, parce qu'il faut quand même motiver les troupes. Pour autant, on ne peut pas tous aller dans la même direction. Il faut aussi pouvoir déléguer et que chacun fasse sa part du job, quelque part. Donc, parfois, il faut quand même aller seul sur un enjeu. Par contre, globalement, évoluer en équipe. J'aime bien cette approche, elle m'intéresse. Et bah, du coup, risque ou prudence? Parce que ça, c'est entre les deux, j'ai l'impression. Ouais, mais prudence, ça m'ennuie. Donc, je dirais risque. D'accord. Planifié ou spontané? Une nouvelle fois, entre les deux. Je pense que l'intuition, elle, est spontanée. Par contre, un plan à long terme, pour le coup, là, doit être planifié. Sinon, on peut vouloir aller dans toutes les directions et ça ne va pas. Tu touches un point. Regardez le gars. Innovateur ou traditionnel, mais Innovateur, il n'y a pas de débat. pas de débat. C'est ça. On peut difficilement être start-upper, voire même entrepreneur, sans être quelque part innovateur. Innovateur, absolument. Mais pour moi, pour le coup, on est vraiment les nouveaux innovateurs de l'époque, finalement, d'Aristote et autres. L'entrepreneur d'aujourd'hui est l'inventeur de demain. Et l'inventeur de demain, effectivement. Réseaux sociaux, oui ou non? Oui, il faut être présent partout. Un petit peu quand même. Un petit Pas peu. trop. Vacances à la plage ou à la montagne? Eh bien, habituellement à la plage, mais de temps en temps, un peu de vent frais à la montagne, ça fait du bien. Je viens de revenir du mont Fuji au Japon. C'était nécessaire. Ah, c'est une expérience à vivre, ça, je C'était pense. extraordinaire. Bah justement, c'est après Tokyo, c'était bienvenu. Ah, j'imagine. Ouais. Et ça te permet d'apprendre beaucoup sur toi-même également. Absolument, introspection totale, connexion avec la nature. Là où Tokyo a la même population que le Maroc dans une seule ville, eh bien, le mont Fuji, il n'y a personne. Voilà. C'est à la fois paradoxal, mais en même temps tout en nuance. Exactement. Ben, du coup, on a fini notre petit brise-glace. Ouais. Et je suis sûre que nos auditeurs, nos téléspectateurs également, ont hâte d'en savoir plus à ton sujet. Très bien. Moi également. Je voudrais que tu nous en dises plus sur qui est Jafar El Alami. Alors, je sais que tu as fait toutes les listes. Le Force moins de 30 ans, les 40 under 40, mais
Qui est Jafar Qui suis-je? Alors déjà, je suis pas le méchant d'Aladin, parce que je m'appelle Jafar, et là, pour le coup, tout le monde me ressort ça. Donc déjà, point made. Ouais. Non, mais je m'appelle Jafar El Alami, je suis né, j'ai grandi à Marrakech. J'ai fait un lycée français, le lycée Victor Hugo. Et à 18 ans, je me suis posé la question, que faire? Est-ce que je vais aux États-Unis, en France ou autre? Donc j'ai décidé de faire assez classique, une prépa d'ingé. J'ai fait, contre toute attente, de l'informatique, alors que j'avais utilisé un ordinateur uniquement pour Facebook dans ma vie. Mais pour le coup, on m'avait dit: «Écoute, il y a, Plein de le sujet de la perspectives et data, d'opportunités. exactement, D'accord. l'innovation, et cetera». Donc j'ai troqué le génie mécanique pour le génie informatique, et ensuite j'ai fait spécialité data, effectivement, où, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être, l'avenir». On est en 2011. Donc j'ai fait un pari un peu tôt. Une fois qu'on a dit ça, je me suis dit: «Impossible d'avoir une expérience qu'en France, il faut que j'aille voir l'international». Donc j'ai effectivement, été au Texas, à la frontière avec le Mexique. On se disait, hola et hello en même temps. Enfin, c'est vraiment la culture Tex-Mex, hyper intéressant, parce que rien à voir avec le Maroc ou la France. On est, dans un autre univers complètement disjoint. Après, toi, en même temps, t'es muy espagnol aficionado. Nos encanta hablar español, los decimos, ¿eh? Et du coup, effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, bah, au lieu de revenir avoir une première expérience en France, autant rester là-bas. Donc j'ai travaillé chez Siemens à Princeton, aux États-Unis, donc juste à côté de New York. Là, pour le coup, je dirigeais des équipes, informatiques, donc c'est ce qui a fait mes hard skills quelque part, et vraiment la compréhension fine des enjeux d'innovation au sens large. Et ensuite, au lieu de revenir, je me suis dit: «Bah, je vais directement à Londres», et j'ai travaillé chez, Amadeus Airline IT. Donc D'accord. là, pour le coup, hyper intéressant. Amadeus, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais effectivement, c'est l'industrie du voyage, globalement, qui est complètement dématérialisée dans Amadeus. Donc quand on prend un vol, notamment, tous les comparateurs vont chercher dans la base de données d'Amadeus. Donc ils savent exactement, quels sont les vols programmés, Et très etc. connu par les voyagistes. Exactement, donc c'est hyper intéressant. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, j'ai inventé un outil en intrapreneur chez eux, une sorte de robot, globalement. Donc l'objectif, c'était au départ que je le développe, parce que j'étais, ingénieur data. Mais en fait, rapidement, je me suis dit: «Attends, il me faut une équipe». J'ai commencé à manager ces équipes-là, j'ai développé le projet en interne, et en fait, au moment de le pitcher à des clients comme Air France, KLM et autres, en fait, mon manager m'a dit: «Bah, vas-y, c'est le moment de pitcher le truc», et je suis allé sur des enjeux non seulement scientifico-techniques, mais aussi commercial. Et en fait, finalement, ces airlines-là ont racheté l'outil. Et là, mon propre manager m'a dit: «Écoute, on t'adore, il faut absolument que tu restes, mais Mais il faut qu'est-ce aussi que que tu tu fous partes. chez nous?» Exactement. Moi à ta Va-t'en. place, moi à ta place, j'irai créer une boîte. Enfin, voilà. Donc à partir de là, j'ai rejoint HEC. J'ai fait HEC Entrepreneur pour apprendre à entreprendre, globalement. Donc au-delà de la partie purement data et scientifique et technique, je me suis dit: «C'est quand même important de savoir vendre ce qu'on sait faire». Et à partir de là, donc j'ai fait un cursus entre HEC Paris et UC Berkeley aux États-Unis pour apprendre à créer des boîtes. Donc j'ai trouvé mes cofondateurs là-bas, et j'ai lancé ma première boîte, Peers Up. J'ai eu quelques expériences entrepreneuriales, et au fil de l'eau, j'y suis toujours. Bah, en fait, ça tombe bien que tu parles de ça parce que tu anticipes sur ma prochaine question, dans le sens où j'allais te dire comment, parce que ça paraît assez paradoxal, comment on passe d'un parcours grande école d'ingé, c'est le parcours carré, cadré pour aller en grand corpo, pas du tout entrepreneurial, tu vois, très Ouais, rigide ouais, ouais. plutôt que créatif, innovateur, tout Ouais, ça. Et puis absolument. finalement, au cœur de ça, toi, tu arrives à devenir intrapreneur pour ensuite rebondir sur l'entrepreneuriat. Alors justement, parle-moi de ce grand saut. Comment t'es passé de là à là? Alors déjà, moi au départ, j'ai fait une prépa en fait intégrée dans une école qui est la seule école en France en fait qui est basée sur le modèle américain. Donc c'est une Ouais. école où on peut choisir ses matières. Donc déjà je voulais pas faire juste de la science, ça me gonflait. Donc il y a un tiers de la formation qui est purement de la science, il y a un tiers de la formation qui est, globalement, on pouvait prendre du droit, on pouvait prendre de la sociologie, un certain Et nombre t'as de pris choses, quoi? de la pa alors de tout, droit, sociologie, parole en public, les langues évidemment, on en parlait Forcément. tout à l'heure. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, ça te fait découvrir d'autres éléments qui existent dans la vie et qui sont pas uniquement, de la science. En fait, ils expliquent que l'ingénieur de demain, c'est un humaniste et pas uniquement un technicien, et c'est là où effectivement j'ai pu, voir un peu tout ça. Hyper intéressant du coup, je me suis dit: «Ben, en fait, je me vois pas du tout faire que de la science et être un codeur, derrière l'ordinateur». Je J'ai voulais créer du commencé, sens, je voulais créer trouver du sens. quelque chose Exactement. qui ait du sens et qui soit Ex porteuse de valeurs, Et d'idéal, de etc. résolution de Ouais. problèmes en réalité, Oui. pas uniquement être derrière une mission, mais vraiment de se dire: «Bah, en fait, il y a des choses qui vont pas. Comment est-ce qu'on peut les résoudre avec des problématiques hyper concrètes et avec une connaissance scientifique en définitive?» Donc
c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se fait, donc en entrepreneuriat. Assez rapidement, mes profs de sciences me disaient: «Mais en fait, tu es issu d'une école de commerce et tu nous le caches parce que c'est pas possible que tu sois aussi à l'aise en marketing, à l'oral, et cetera». Alors que l'ingénieur de base est souvent réservé. Après, il y a un peu de familial aussi, parce que je sais que derrière, il y a la maman qui fait du marketing, il y a pas mal. Tu as grandi dedans, tu es comme J'ai un peu Obélix, grandi quoi. exactement, c'est un peu dans la soupe Voilà. effectivement, où on adore effectivement challenger les choses, on regarde un petit peu les problèmes qu'il y a, et effectivement, je pense que le Marocain au sens large déjà est un peu débrouillard. C'est un marketeur par défaut, quoi. C'est un peu un marketeur par défaut qui sait nager, et naviguer, effectivement, même quand il y a des sujets, on essaye de trouver le système D, on essaie de résoudre, des problèmes et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette double vision purement scientifico-technique, très rigide, avec la résolution de problèmes et donc du coup, on peut essayer de se tourner vers de l'entrepreneuriat à résolution scientifique parce que c'est surtout ce que j'ai fait, d'entrepreneuriat, technologique et innovant. Je suppose que tu as dû faire du design thinking aussi. Design beaucoup, thinking, c'est of une course, dame. exactement. Donc bien sûr, design thinking, du lean management, de la start-up, quelque part en un peu comme le livre d'Eric Ries, de Lean Startup. Donc on pivote, on persévère, et cetera. Donc tous ces learnings-là, effectivement, ça permet de forger aussi un esprit, à mon avis, innovateur, mais en même temps assez agile. L'agilité est clé quand même, à mon avis, dans la résolution des sujets. Tout à fait. Et puis justement, c'est ce mindset d'itération, cet état d'esprit-là qui fait que au cœur de tout ce mismatch, c'est tout un processus, tout un mécanisme qui permet d'accoucher Absolument. de quelque chose de novateur. Exactement. Alors pour être hyper honnête, au-delà d'HEC et d'UC Berkeley, j'avais, une expérience entrepreneuriale, aux États-Unis OK. et là pour le coup, c'était ma deuxième claque. Oh, Ma deuxième une claque claque. parce que ça n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat en France ou au Maroc. Oui, parfaitement. Je donne juste un exemple tout simple, je rencontre des entrepreneurs, je viens chez eux, je leur dis: «Hey, how are you?» Je commence à leur expliquer mon produit et en fait, le premier réflexe de l'entrepreneur De l'américain moyen. pardon, c'est ça. Il me dit: «Attends, mais j'ai pas le temps, de t'écouter», et cetera. Donc le premier sujet qu'il me dit, c'est en fait: «What you want to be saying is, sir, I have a $30 billion opportunity. Do you want to be part of it?» Yes, you have to give a promise. Exactly. Et surtout avec une notion chiffrée et monétaire. Là où en France, l'argent est un peu tabou, là, tu lui dis: «Tu es un investisseur, je viens te voir, sir, si tu me donnes 2 minutes, en fait, c'est a $30 billion opportunity». OK. Et là, il me dit: got it. «OK, tell me more». I Et give en you some. fait, exactement. Et en fait, le mindset qu'ils ont, hyper problem solving, tu les rencontres même au niveau du networking, il te dit: what can I do for you? C'est pas, on discute de choses Ouais. assez lunaires. Il te dit vraiment, what can I do for you? Ouais. Et pendant que tu le pitches, il est déjà en train de t'introduire à des gens. Et indirectement, lui, dans sa tête, il se dit: What can we do for each other? Exactly. Hyper Ah, oui. pragmatique, en fait, hyper straight to the point. Et ça, c'est quelque chose où je me suis dit: «Attends, mais impossible que je rentre dans un cadre d'entreprise classique où en fait, il faut des process, le temps de décider, il faut que ton N+18 prenne la décision». Là, c'était hyper factuel, hyper carré. La Silicon Valley, c'est encore plus américain que les Américains. Effectivement, on est vraiment dans, un esprit The American startup. Dream, quoi. Exactly. Et après The San American Francisco, way of life way of and life, all. hyper agile, et cetera. Donc une fois qu'on passe par là-bas, c'est très compliqué de faire machine arrière et de retourner, dans un cadre, carré, d'entreprise corporate. C'est comme si, en fait, tu, roules avec une voiture, des années 80 en mode, le vieux levier de vitesse, pas de driving assisté, tout ça et Exact que, tu passes sur une voiture où tout est en pilote automatique, en mode IA, tout ça exactement. et tu passes. C'est impossible. Tu peux pas revenir à la voiture, Pas ça passe pas, non. ça. Tout à l'heure, tu me parlais du mindset d'itération et ça nous amène à notre volet suivant de Ouais. cet Impact Podcast qui est justement, voilà, où va naître, comment tu, au cœur de tout ce parcours, au milieu de tout ça, comment tu accouches d'une innovation? Qu'est-ce qui fait que ton projet entrepreneurial, donc ça y est, tu es dans le mood, tu es dans ta lancée, tu sais que tu vas créer ton entreprise, tu es un entrepreneur déjà dans ta tête, Ouais. tu as lancé, mais il faut te démarquer sur le marché. Alors, qu'est-ce qui fait cette Alors innovation? pour moi, il y a 3 volets. En fait, Ouais. quand on entreprend, si on le résume en 3 volets, c'est mieux se connaître, Oui, mieux s'entourer tout à et fait. mieux observer son environnement. Alors mieux se connaître déjà assez classiquement, un peu de la congruence et puis, Développement. de l'introspection, et cetera. Se dire: «Là où je suis fort». En fait, ça sert à rien d'aller dans un domaine et d'entreprendre
sur des sujets où on n'est pas passionné est hyper bon. On se connaît tous, on sait qu'on est bon ou pas sur un certain Moi, je ne dirais jamais assez, fais ce que tu aimes et tu travailleras jamais. On en Exactement. parlait tout à l'heure. Quand tu t'éclates, tu donnes Et le oui, meilleur de bah toi-même, ouais. tu performes, c'est clair. Par contre, il faut être hyper humble et se dire en fait, je suis nul dans ça. C'est ça. Et c'est là où le deuxième volet, mieux s'entourer, rentre en jeu. Parce que pour le coup, be the dumbest of your hirees, globalement. Il faut aller chercher les meilleurs dans leur domaine. Toi, tu sais ce que tu aimes faire. Il ne faut pas essayer d'être average sur un certain nombre de sujets. Il faut stick to what you know, how to do it. Et là, pour le coup, on s'entoure. Une fois qu'on sait s'entourer, on construit tout un écosystème, c'est le troisième volet, mieux observer. Et là, on observe ce qui va pas, pour pouvoir entreprendre, So you can analyser be la the chaîne de best valeur. of what Exact. you're doing. C'est exactement ça. Spotter les problèmes et là, on peut aller les adresser justement avec une solution entrepreneuriale où tu es en introspection avec toi-même, tu t'entoures des meilleurs et tu vas adresser un vrai problème. D'accord. Alors, je sais qu'aujourd'hui, Jafar Al-Alami, c'est qui une start-up très innovante. Mais avant d'arriver à Seki, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas commencé direct avec Seki, je sais. Mais quels sont les jalons majeurs? Quelles sont les étapes ultimes de ce parcours qui t'a amené à créer Seki? 2017, j'arrive à la sortie d'HEC. Je rencontre. Oui, d'abord, donc tu me disais, tu décides Voilà. qu'il faut te donner les moyens Moyen. de réussir tes ambitions et de devenir Exactement. entrepreneur. Tu fais HEC Paris, C'est ça. tu fais une co-formation à Berkeley. Exactement. Tu réalises que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout comme ça. C'est un Ouais, peu c'est comme un point of view sur Instagram où tu as Exact, deux oui, points of c'est view ça. complètement différents. Exactement. Et bim bam boum, on arrive et on va proposer les premières pierres exécutives parce que les premières pierres intellectuelles, stratégiques, tout ça, elles commencent déjà à se mettre en place dans ta tête. Exact. Et go, les premières pierres exécutives. Ouais. Dis-moi en plus. À mon avis, il faut être hyper observateur et à l'écoute. Typiquement, on était en train d'échanger avec l'ancien DRH de Canal+ et le Tu DG fais un France. super rebond sur observer son entourage, ton troisième pilier. Là, pour Exactement, c'est ça. On s'est connus, on s'est entourés. Ouais. On rebondit, on observe et on propose une solution à un problème qu'on a remarqué. Exactement. Donc là, comme par hasard, je tombe sur l'ancien DRH de Canal+ et l'ancien DG d'Altedia, c'est un peu Adecco France. Et là, ils nous disent, attendez, mais c'est catastrophique. Aujourd'hui, on rencontre énormément de problématiques du type, en fait, quand on veut faire du conseil, notamment RH, globalement, on est obligé d'aller chercher des consultants, mais pour trouver des bons consultants au bon moment, c'est hyper compliqué. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du coup, moi, je pousse bien évidemment, taquin, hop, j'essaie de comprendre ce qui se passe, c'est quoi ce problème-là. Il me dit, écoute, honnêtement, on prend notre téléphone, on demande, il faut, si Asma me recommande quelqu'un de compétent alors qu'elle est RH, donc il y a un cercle d'intérêt commun, mais aussi c'est un cercle de confiance, parce que je connais Asma et je sais à quel point elle est excellente dans ce qu'elle fait. Donc si elle me recommande C'est un type de cooptation c'est un peu qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur sur ces 10 dernières années chez les grands corpos. C'est exactement ça, mais là, pour le coup, c'est pour la recherche de consultants RH. Okay. Donc en fait, on a évolué vers ça, on s'est dit, s'il y avait une plateforme qui te permet d'aller chercher bien au-delà de ton cercle de confiance pour aller trouver les bonnes personnes au bon moment, pour mieux recruter et maximiser l'impact. Donc, c'est le cercle de confiance de ton cercle de confiance et tu builds sur lui. Et tu builds là-dessus ou tu fais du machine learning sur ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce consultant-là et qu'Asma le trouve bon pour aller chercher en fait cette même relation ailleurs et trouver quelqu'un d'autre. Oui, forcément, tu viens de la data, donc tu as fait de l'automatisation. Donc, automatiquement, on va croiser les données, exactement, et on va aller trouver ça. Donc, on a pivoté. On n'a pas gardé cette idée-là parce qu'on voulait faire une plateforme qui permet d'aller retrouver une sorte de marketplace. Par contre, ça faisait de la multiplication de plateformes parce que les gens utilisaient déjà LinkedIn et un certain nombre d'outils SIRH. Je passe les détails, mais globalement, on a sorti un produit. Mais première erreur de l'entrepreneur, multiplication de plateformes et on s'est rendu compte qu'on n'a pas vraiment pensé à la rétention, à l'utilisation au bout du compte. Donc déjà, on fait des erreurs et on en apprend. Ensuite, hyper intéressant, on s'intéresse à des problématiques de knowledge management parce que dans une boîte de plus de 200, 300, 4000 personnes, c'est hyper compliqué de trouver la bonne personne au bon moment. Et en fait, on a fait une analyse et une étude hyper poussée. En fait, les employés dans une énorme boîte perdent 20% de leur temps à chercher de l'information existante ou une personne existante. Je donne un exemple, prenons L'Oréal au hasard. Je lance des tissus masques à Paris avec l'équipe Paris. J'ai aucune idée du processus de lancement de quelqu'un qui l'a déjà fait à Hong Kong à un moment donné, il y a 5 ans, parce qu'on n'a pas capitalisé la connaissance. Mais on n'a pas capitalisé non plus les sachants. Et si ça se trouve, la personne qui avait lancé les tissus masques à Hong Kong à l'époque, il y a eu du turnover, elle n'est plus là, etc. Donc en fait, on a proposé une plateforme qui s'appelle Peers Up, qui est trouver le bon
expert au bon moment, quelque part, et la bonne information au bon moment. Donc, on a créé un système de capitalisation des connaissances et une mémoire d'entreprise extrêmement intéressante. On a lancé le POC avec Altran et avec Sodexo, ça s'est super bien Tu passé. capitalises On a grave avancé. sur ça. Et là, pour le coup, on capitalise là-dessus. On a, enfin, exactement, en fait, à la limite, en fait, c'est le but ultime, quelque part, du knowledge management, c'est que si même tous les employés partent, la boîte continue à avoir de la valeur. Et ça, on l'a pas aujourd'hui. Tu as des sachants qui gardent l'information dans leur tête, c'est de la connaissance tacite, mais il n'y a pas le processus d'élicitation qui est le passage de la connaissance tacite à la connaissance explicite. C'est un enjeu majeur, ça, C'est parce un qu'il y a enjeu beaucoup de majeur. seniors qui sont en train de Et partir oui, à la et retraite. oui. Et je sais qu'aux US, il y a beaucoup de concepts comme ça où on demande du pairing à des seniors à la retraite, Et on les et oui, on les remet au revalorise, travail. on les remet au travail pour accompagner des juniors et eux sont limite prêts à le faire bénévolement parce que ça leur fait plaisir de partager. Absolument. Non, il y a un énorme enjeu là-dessus et un énorme enjeu de tout simplement de mapping des compétences et des connaissances. Je donne un exemple, Asma, qui a plusieurs, en plus, je connais ton parcours, plusieurs cordes à son arc. Eh bien, comment pouvoir te matcher potentiellement avec la bonne mission et un bon donneur d'ordre au bon moment pour répondre à une problématique donnée. Et ça, en fait, on peut le résoudre avec la data, avec des systèmes auto-apprenants et des systèmes centralisés. C'est sur quoi on s'est penché, on l'avait fait. Alors, on avait eu une proposition de la SAT, Société de transfert de technologie, pour pouvoir investir, sauf qu'il gardait la propriété intellectuelle. Donc, on a décidé de ne pas avancer sur ce financement-là. Au fil de l'eau, on s'est rendu compte que beaucoup d'autres boîtes commençaient à faire ça. Et pour une raison tout simplement juste de proposition de boîte de rachat de technologie par une des boîtes avec lesquelles on a fait un pilote, eh bien, on a revendu la techno. On s'est dit, on avait 22 ans, on s'est dit, bah, premier mini-exit, c'est hyper intéressant. Donc, première expérience entrepreneuriale Peers Up. C'est all-in, quoi. Et donc, du coup, c'était top. On s'est dit, allez, on va pas aller plus loin. Déjà, ça fait un premier win et des premières erreurs et on en a appris, quoi. Ouais, j'imagine. Ça, c'était la première. Ensuite, j'ai lancé Bonaparte, une boîte hyper intéressante qui était dans l'immobilier et l'assurance. En fait, c'est hyper simple. C'est juste qu'en tant que propriétaire, mon objectif, pourquoi j'achète un bien, c'est pour maximiser ma rentabilité. Le problème, c'est que quand je le loue, en fait, quand j'ai de la vacance locative, c'est un problème parce que finalement, c'est plus rentable. Et quand j'ai des dégâts locatifs, bah forcément, je dois débourser aussi. Ouais. Donc, en fait, les deux pain points finalement du marché de la location, c'est de pouvoir maximiser justement le revenu du propriétaire de manière à ce qu'il puisse payer son crédit quelque part et minimiser les dégâts locatifs. Donc, pas de loyer impayé, pas de dégâts locatifs. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que selon le code des assurances, l'assureur, globalement, le payeur, doit être assuré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le propriétaire qui doit payer une assurance en cas de loyer impayé ou de dégâts locatifs. Ça existe déjà, ça s'appelle la garantie de loyer impayé. On s'est dit, Bonaparte, et si on inversait le sujet, et si Bonaparte venait couvrir le locataire, globalement, venait couvrir, pardon, le propriétaire, mais que c'est le locataire qui paye. L'assurance ne peut pas le faire. Donc, en fait, les assurances ne pouvaient pas faire ce système-là. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il y a une redevance qui est payée par le locataire et nous, on vient couvrir le propriétaire en cas de dégâts locatifs et de loyers impayés. Sauf qu'on n'accepte pas n'importe qui. On a fait un vetting sur les locataires, on s'est rendu compte qu'ils sont solvables, etc., etc. Et au pire, il y aurait un recouvrement. Donc, en fait, on a inventé une assurance hyper agile qui, en tant que propriétaire, de toute façon, te verse tes loyers tous les mois. Et en cas de dégâts locatifs, tu ne paies rien. Et le locataire, en fait, il paye un loyer un peu plus élevé pour avoir accès rapidement à ce logement-là. Et en fait, sur ce loyer un peu plus élevé, supposons 50 € par mois, eh bien, on reverse 30% à l'assurance, parce que l'assurance couvre au cas où, et nous, en fait, c'est à peu près 60% restant. Et en fait, vu que notre algorithme de score de risque était hyper élevé, en fait, il n'y avait presque pas de dégâts locatifs et presque pas de loyer impayé. Donc, pour les assurances, c'était cash cow. Ils se sont dit extraordinaire, c'est de l'argent qui rentre, on active presque jamais l'assurance parce que l'algorithme est hyper évolué. Et vous avez revendu ça bien sûr. Et donc, c'était incroyable. Alors, j'aurais voulu. On a fait toutes les presses françaises. On a été reçus aux États-Unis. C'était vraiment la success story. C'était assez incroyable. Sauf que, malheureusement, on a eu même une proposition d'ailleurs de rachat d'un énorme groupe d'assurance à nos 5 mois. Là, où est-ce que le assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, c'est qu'on n'avait pas du tout la même vision de la boîte avec mon associé. Donc, ou heureusement, c'était peut-être juste pas fait pour toi à ce moment-là. Ouais, exactement. Je pense que c'était plutôt un coup du destin. Exactement. Voilà. Ouais. Donc en fait, il m'a dit, écoute, moi, j'ai pas forcément envie de revendre tout de suite, notamment la proposition de rachat, et j'ai envie de continuer un petit peu. D'autres, j'aurais bien aimé, d'accord. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Sauf que ça s'arrête pas là, parce que ça aurait été trop beau, forcément. Donc en fait, au fil de l'eau, je me suis rendu compte que ce fameux associé, qui lui gérait toute la partie financière, moi, la partie technique, la partie data, la partie market, en fait, toute la gestion de la boîte end-to-end, et lui, la partie financière et levée de fonds, globalement. Donc c'est lui qui avait globalement les clés du compte en banque. Voilà. Et voilà.
Les clés du coffre-fort, quoi. Exactement. Donc assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, malheureusement, il y a eu des abus de biens sociaux, il y a eu des signatures qui n'allaient pas, etc., etc. Aïe. J'ai même été épaulé par des assurances pour pouvoir justement résoudre ce problème-là. Donc on ne s'est pas du tout bien entendu avec mon associé. Il y avait un sujet qui était clair et je voulais me désolidariser complètement de ce sujet-là. J'étais directeur général et responsable aux yeux des tiers. J'ai découvert plein de choses qui étaient assez alarmantes. Oui, à Et ce là, moment-là, il vaut c'était mieux arrêter. dingue. En fait, quand on se rend compte des deux entreprises dont je t'ai parlé, Peers Up, génial le produit, sauf que finalement, on n'avait pas assez levé de fonds en définitive, et donc du coup, on a évolué. Et là, pour le coup, produit extraordinaire, on était sur le point de lever des fonds et vraiment de percer, et on avait même eu une proposition de rachat, sauf que j'ai pas été aligné avec mon cofondateur. Donc au départ, super cofondateur, et là, du coup, mauvais cofondateur, même si le produit allait exploser. Et malheureusement, donc du coup, j'ai revendu mes parts et j'ai essayé de partir le plus rapidement possible. Et c'est là où j'ai lancé Street for Fit, D'accord. une boîte dans le sport et la health globalement. Ça consiste tout simplement à mettre en relation des sportifs de haut niveau avec des salariés d'entreprise, soit pour du coaching sportif, du coaching mental et du coaching nutritionnel. On a l'impression que c'est simple et que c'est juste une mise en relation. C'est assez Mais en lunaire, fait, comme tu nous c'est dis. assez lunaire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en France, les coachs de haut niveau peuvent pas faire du coaching sportif de groupe s'ils ne sont pas certifiés par le BPJF, ce qui coûte de l'argent. Donc, on a monté la Street for Fit Academy, on a formé des sportifs, on leur a permis en fait de vivre de leur passion. Et là, c'était génial parce qu'on arrivait à augmenter la qualité de vie au travail dans l'entreprise, les entreprises pouvaient faire de la rétention des talents et on sauvait des personnes dans la précarité qui enchaînaient des jobs précaires globalement parce qu'ils ne pouvaient pas vivre de leur passion, le sport. Parce qu'après avoir été champion olympique et autres, eh bien, après les Jeux olympiques, tu fais quoi? Et là, pour le coup, il y a un vrai Ça, il y a un sujet. plafond Il au-dessus y a un duquel tu peux plafond plus aller, quoi. extraordinaire. Sans parler, malheureusement, du fait qu'au-delà de 38 ans, bah, en fait, tu es déjà à la retraite. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc, en fait, on permet la reconversion, notamment des sportifs de haut niveau, dans le monde professionnel. Et à partir de là, bah, c'était intéressant, sauf que je l'ai converti en association, je passe les détails. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Adrien Delatour et qui a lancé de la publicité à l'arrière des camions. Donc, au début, je l'ai rejoint en tant que CTO, de manière à pouvoir porter, en fait, globalement toute la vision Avec ta technique et casquette data. technologique, la casquette data. Et peu à peu, en fait, avec mes équipes, donc j'ai embauché plusieurs équipes techniques, produits et data. On était à peu près une soixantaine de personnes dans le pôle et on a inventé en fait une technologie qui permet de mesurer l'audience des supports publicitaires. Donc en fait, on a inventé la première mesure des audiences réelles de la publicité extérieure. Tu investis 5 euros sur Facebook, tu sais exactement quel est le ROI, tu mets une pub dans la rue, tu sais pas du tout qui l'a vu, à quel moment, s'il est parti en magasin, est-ce que c'était efficace ou pas. Et à partir de ce moment-là, on a décidé avec le groupe de filiariser et de créer Seiki justement. Et du coup, effectivement, à partir de là, on a lancé Seiki en 2022. Et donc, du coup, ça continue. En vérité, je voudrais souligner, surtout à nos téléspectateurs, que je suis beaucoup plus impressionnée que j'en ai l'air. C'est juste que ça fait un petit moment que je connais un petit peu ce que tu fais. Et donc, du coup, j'étais beaucoup plus impressionnée. En tout cas, ça se voyait plus quand je l'ai découvert pour la première fois. Parce qu'effectivement, on parlait d'innovation tout à l'heure. C'est assez novateur quand même. Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Alors, Seiki, c'est assez simple en fait. On se rend compte que on ne sait pas qui circule où, pour quelle raison. Restituer le trafic réel aujourd'hui est un vrai enjeu. Alors un enjeu pour qui? Pour les marques et les territoires. L'objectif, c'est de pouvoir restituer le nombre de personnes qui circulent, comment, déjà piétons, cyclistes, tout mode globalement, d'où ils viennent, quel profil sociodémographique, donc vraiment comprendre finalement les déplacements des populations, les révéler et les prédire pour les marques et les territoires. Donc ça peut être les marques dans leur rôle d'annonceur, donc pour pouvoir communiquer, les retailers pour pouvoir effectivement implanter des points de vente, mais aussi suivre les ventes outdoor, indoor, les flux de population, et enfin les territoires, pour imaginer la ville de demain, on ne peut pas la faire sans analyser le trafic, l'accessibilité et les déplacements des populations dans les villes. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Seiki. D'accord. Très intéressant. Alors, à ce stade, on a découvert l'entrepreneur derrière le start-upper. Ce qui m'intéresse maintenant et ce qui intéresse aussi notre audience, c'est de voir le leader derrière le start-upper. Alors, Avec plaisir. comment ça se passe? Alors, tu disais tout à l'heure, 3 piliers, se connaître, s'entourer et bien observer. Alors, s'entourer, c'est avoir une équipe autour de soi, des collaborateurs, des co-founders, et donc c'est de l'humain.
Et oui. Et l'humain, il faut le gérer, il y a une gestion relationnelle à faire. Comment toi, tu as géré tes équipes? Quels sont les points marquants de Jafar, l'entrepreneur leader? Alors moi je me suis beaucoup intéressé à la sociologie par le passé, il y a En plusieurs option, c'est ça, typologies non? exact dans les fameuses Ouais. options, exactement. En fait, il y a 2 typologies de gestion dans une entreprise, je dirais même de pouvoir. Pourquoi je Mmh. parle de pouvoir? Parce qu'à mon avis, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise où il y a des sachants et des entrepreneurs indépendants. Si on a que des gens qui sont là pour faire leur job, c'est hyper compliqué dans une start-up, on a besoin d'avoir plusieurs leaders qui sont hyper bons dans ce qu'ils font. Donc c'est un peu de C'est un l'intraentrepreneuriat peu de déguisé. l'intrapreneuriat déguisé, exactement, où chacun se sent en fait son propre boss quelque part, que ça soit le marketeur, que ça soit le scientifique, que ça soit le commercial. OK, Chacun doit être un leader et prendre des décisions et construire au fil de l'eau son équipe. Donc en fait, moi, je trouve mes sachants, mes C-levels globalement. À partir OK. de là, eux, ils trouvent leur head of. Et à partir de là, ils trouvent effectivement leur senior, leur middle et les juniors globalement. Mmh. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, en sociologie, il y a 2 typologies de pouvoir dans une entreprise. Il y a le pouvoir selon Weber et le pouvoir selon Crozier. Et en fait, le pouvoir selon Weber, c'est le pouvoir de A sur B. On parle de coercition, donc on impose: «Coucou, je suis ton boss, tu fais ce que je te dis», ce qui est absolument à bannir. Moi, c'est plutôt le deuxième pouvoir. Deuxième pouvoir qui est la maîtrise de l'information, être sachant, avoir un certain nombre de compétences. Et en fait, une fois qu'on permet justement à des employés de pouvoir se sentir entrepreneurs C'est et l'approche d'avoir Crozier. cette connaissance exactement. Et on devient presque ce qu'on appellerait, un pont structural dans une entreprise. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, tu as des clusters de savoir et en fait, pour se passer d'un sachant à un autre, en fait, tu passes par le boss, soit par le head of, soit par le C-level et cetera. Et le boss, c'est toi. Et pour le coup, Voilà. alors non, Et soit pour par le leur coup, propre boss. Pour le coup, c'est vraiment que le junior passe par son senior, le senior part par le manager, et cetera. Et en fait, chacun est sachant justement sur ces différents sujets, mais chacun est un entrepreneur en l'espèce, ouais. globalement. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on fait de la rétention. Il n'y a pas de turnover dans la boîte et qu'on arrive à créer des choses extraordinaires parce qu'on se réveille le matin avec une passion en se disant, en fait, aujourd'hui, voici ce que je vais faire dans un environnement global. Après, il y a des instances, bien sûr, où on va De pouvoir gouvernance. échanger de gouvernance, où effectivement là, on va décider effectivement des stratégies et comment atterrir ça, et des KPI et des OKR par exemple, pour atterrir les objectifs. Tu vois? Et là, le boss, c'est moi, ça aurait pu le faire super bien. Je chute, mais bon, on y reviendra. On aurait pu. En fait, ce que je retiens en filigrane, à travers notre conversation, c'est que tu t'es pris des claques. Bon, c'est pas ce qu'il y a à retenir, Plusieurs mais claques. bon, mais tu t'es pris plusieurs claques, mais tu as affronté de nombreuses difficultés, des obstacles, des échecs. Tu en as parlé comme ça, en filigrane, comme ça, doucement, mais moi, je veux pas qu'on passe en flou dessus. C'est quelque chose de fondateur dans l'état d'esprit d'un entrepreneur, pour notre audience également. Hmm. C'est important de savoir quels sont d'abord les échecs qui ont permis ces apprentissages derrière les succès dont on parlera par là. Absolument. Alors il y en a eu plusieurs, forcément, sinon c'est pas drôle. Tu Le t'es pris premier des claques, échec, quoi, comme tout exactement, entrepreneur. exactement. Déjà, à mon avis, le premier échec, déjà, c'est de se fier uniquement à son intuition. Alors l'intuition, elle est top au départ parce qu'on sent Mais qu'il y a pas que. peut-être une pain au niveau du marché. C'est bien d'avoir du flair en tant qu'entrepreneur. Pour autant, il faut de la data. Et c'est là pour le coup où je fais appel à mon parcours. Il faut de la data pour rationaliser nos intuitions. Ça n'a aucun sens de se dire maintenant ça doit être ça, etc. Ce qui est hyper important, c'est de se dire comment est-ce que je peux prouver qu'il y a un problème et comment je le dollarise, à savoir comment je mesure en fait le coût que ça coûte. Quand je dis Rationalize n'importe quoi, data. en fait, autant dire par exemple d'aller typiquement observer une entreprise qui va pouvoir faire un certain nombre de choses dans son job to be done et de dire aujourd'hui ça vous coûte tant. En fait, ça vous coûterait beaucoup moins cher de payer mon service et en fait, tu n'as même pas besoin de recruter 3 autres personnes ou de passer 3 heures dans la journée à le faire. Et peut-être qu'au départ, en fait, nous, on avait eu cette intuition trop forte chez PeersUp de vouloir créer cette plateforme marketplace pour mettre en relation des consultants et des RH, mais en fait, on n'a même pas pris le temps de regarder ce qu'ils utilisent on a daily basis, quel est le job to be done, etc. Et quand on l'a sorti, ils ont tous dit bah, c'est génial, c'est excellent. Donc du coup, on a eu l'impression que c'était une validation de problème. Pas du tout. En fait, la validation de problème, elle est au niveau du minimum viable business et pas le minimum viable product. Product, OK. Parce que là, on a créé un minimum viable product. Le problème, c'est que personne n'était là pour payer. Et en fait, c'est que when you get the check that you validate the problem. OK. Et tout le sujet était là. À mon avis, ça, c'était un des premiers apprentissages clés pour adresser ça. Deuxième apprentissage clé, c'est l'internationalisation pour pouvoir aller à d'autres marchés.
C'est assez lunaire de se dire qu'en fait, si j'ai réussi dans un marché, par exemple en France, je peux targeter la Chine ou les États-Unis exactement de la même façon. C'est extrêmement compliqué. Et si on parle de l'Afrique, sachant Culturellement, qu'on c'est est... compliqué, hein, parce qu'il faut des mais adaptations oui, en marketing, exactement, en com, en évidemment. visuel, en branding, Et oui, en message, en et argumentaire, oui, en et gestion oui. financière, en fiscalité, en droit. Absolument. Et j'irai même un peu plus loin, même en paramètres interculturels. Oui. Et c'est assez incroyable de En se dire. mentalité, en Et oui, approche, comment les gens appréhendent l'être et le vivre exactement. ensemble. Je sais pas si tu as déjà fait une réunion avec des Italiens ou une réunion avec des Allemands. C'est le jour et la nuit. Complètement. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'avec les Allemands, c'est hyper carré. Ils sont tous ponctuels. On parlait de ponctualité Oui, tout à tout à l'heure. l'heure. Les Italiens, en fait, tu rentres en réunion, tu ressors 2 fois plus perdu et finalement, tu as rien tranché du tout. Et finalement, l'aspect hyper humain est important. Donc en fait, à mon sens, c'est aussi comprendre ces cultures-là. Au Japon, je viens de revenir du Japon, comme je te disais tout à l'heure, et je trouve assez extraordinaire de se dire que c'est une culture, par exemple, où quand un employé fait une erreur, on vire le boss. Parce que finalement, il y a Il n'a vraiment pas su ce gérer poids l'employé. hiérarchique et ce poids de responsabilité. Ça veut dire que tu n'as pas su manager tes équipes, tu n'as pas su leur donner un certain nombre de choses, etc. etc. Mais en fait, on ne peut pas aller adresser des marchés à l'aveuglette, tout en supposant effectivement que ça se fait de la même façon. Donc, d'un point de vue scalabilité, ça c'est hyper important. C'est peut-être une erreur qu'on avait fait aussi au niveau de Bonaparte au départ, c'est qu'on s'est dit, bah tiens, on est allé aux États-Unis, on a validé le marché à New York. Et ensuite, on est revenu en France. Sauf qu'en réalité, si on devait aller un peu plus loin, en France, il y a le code des assureurs qui dit que le propriétaire, effectivement, doit être le payeur pour être l'assuré. Mais en fait, quand on regarde d'autres marchés, c'est pas forcément la même chose. Le cas. Et par exemple, aux États-Unis, si on Le avait fait cadre notre juridique et go-to-market, légal n'est pas le même. n'est Si pas vous le même. aviez fait votre go-to-market sur place, ça aurait été Exactement. une autre approche et un Exactement. autre branding. Complètement. Et le vetting en fait du marché complètement, que ce soit juridico-légal ou culturel, etc., il est clé. Géopolitique aussi. Et géopolitique également. Je prends les États-Unis par exemple, l'éviction, elle est hyper simple. Si jamais un locataire ne paye pas son loyer, en fait, tu l'évictes. Oui. Il part, et ensuite, tu en as un autre, et au pire, tu n'as pas beaucoup de loyers impayés. En France, la loi protège le locataire. En fait, il ne va pas partir, ce locataire. S'il ne te paye pas, c'est OK, en fait, parce que la loi le protège. Et en fait, tu es obligé de rester avec plusieurs loyers impayés, et le propriétaire n'est absolument pas protégé dans l'histoire. Donc, en fait, en fonction des législations, tu peux avoir une Customer Perceived Value et une Willingness to Pay qui va être complètement différente, et même ta stratégie pricing va être indexée sur la dollarisation du problème. Là, pour le coup, en France, peut-être que Bonaparte, c'est une dollarisation énorme parce que, en tant que propriétaire, si je ne prends pas Bonaparte, en fait, je ne pourrais pas évicter mon locataire. Bah, peut-être qu'à New York, in fine, la dollarisation du problème, bah, au pire, je l'évicte. Parce que l'effet d'éviction, il va être faible. Exactement. Parce que l'American way of life and l'American mindset valorise le businessman. Exactement. Donc, l'apporteur de capital. Exactement. Donc, le propriétaire France, immobilier. Et oui, on est dans une approche plus humaniste, plus faible, exactement. plus sociale, plus sensible, Complètement. plus consciente humainement, qui va faire que, si ça se trouve, il a des difficultés, même s'il ne paye pas. C'est ça. Et le propriétaire, il doit être capitaliste. Quelque part. C'est ça. Donc voilà, ça c'est 2 ou 3 problèmes que j'ai eu. Bien sûr, il y en a eu des tonnes par la suite, mais tu as aussi des problèmes humains où, pour le coup, même en termes de gestion de crise, où c'est hyper important de garder son sang-froid et même de ne pas réagir à chaud, par exemple. Mais c'était hyper intéressant. D'ailleurs, à HEC, on avait fait une immersion à l'école navale. Et en fait, ils nous avaient mis avec des officiers, c'était assez extraordinaire, où tu avais des entrepreneurs qui manageaient des officiers et des officiers qui manageaient des entrepreneurs. Et en fait, quand nous, on les manageait, on le faisait beaucoup de manière participative. Et du coup, alors, brainstorming, etc. Sur que ça, c'est OK. Mais en fait, quand il y a un incendie, ils te disent, il n'y a pas de « qu'est-ce que t'en penses, Jean-Paul, Bernadette et tout ». Non, c'est une personne qui tranche. C'est du leadership en situation extrême. Et en fait, quand une entreprise est en train de couler ou quand tu as un redressement judiciaire ou un certain nombre de choses, ou qu'il faut licencier la moitié de la boîte, demander son avis à tout le monde. Exactement. C'est pas le moment de brainstormer il faut pouvoir devenir rouge, c'est les fameux rouges, jaunes, bleus et verts, les profils des personnes. Il faut pouvoir trancher, devenir rouge et être une croix rouge et trancher complètement. Et c'est là qu'on va placer notre... Et c'est là qu'on place le boss. Exactement. Tout en étant entouré de sachants. Mais en fait, là, c'est là où la matrice racée est intéressante. Il y a des responsables, il y a des accountable, il y a des consultants, des responsables, et voilà, et des informed. Et là, c'est hyper important de pouvoir incarner en tout cas son rôle avec excellence. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu parlais de capitaliser. Et alors justement, on a parlé des défis, des obstacles et des difficultés sur lesquels, en filigrane aussi, tu as su nous montrer que également tu avais su capitaliser sur ça pour créer, construire, voire co-construire des réussites et des succès.
Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, Et celle oui, qu'on voit, qu'on l'entrepreneuriat célèbre, que tout le monde n'est connaît pas dans une ligne droite. l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est les succès, mais ces succès ont une autre saveur pour celui qui passait par les difficultés nécessaires Et pour les oui, réaliser. bien sûr. Overnight success, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Overnight C'est clair. success is impossible. But what about your successes? Mais écoute, c'est déjà le succès est relatif, faut pouvoir le définir forcément. Pour moi, le succès, honnêtement, c'est surtout, au-delà d'un succès, purement Oui, chiffre c'est d'affaires quoi le et de se dire succès que ça pour toi déjà? tourne globalement, C'est important. ça, c'est peut-être le succès, d'entreprise classique, c'est de générer du chiffre et cetera. À mon avis, déjà, commencer à générer du chiffre et identifier un problème, le mettre sur le marché et de pouvoir commencer à avoir des payeurs, déjà, pour moi, déjà, tu commences à toucher un premier succès qui est intéressant. Ça veut dire que tu as réussi ton go-to-market et que ton product market fit est validé. Déjà, c'est extraordinaire, on est bon là-dessus. Et ensuite, il faut pouvoir s'entourer. Le recrutement, on a l'impression que c'est simple, c'est hyper dur. Le recrutement, c'est une des premières causes d'échec de boîte parce que c'est hyper compliqué en réalité d'identifier la bonne personne. Surtout, c'est des structures embryonnaires qui démarrent Évidemment, mais surtout et qu'une personne où le n'est- porteur de projet n'est pas du tout orienté, Exactement. formé pour Pour faire du la management, distinction ouais. entre le profil, les hard skills, les soft Exactly, skills. exactly. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de très important aussi, c'est le mindset fit. Parce que si l'état Et d'esprit de oui, ses collaborateurs les n'est valeurs de la pas boîte. dans l'état d'esprit et des valeurs de Ouais. la boîte, de son ADN, ça Mm. passera jamais. Absolument. Alors je vais rebondir sur ça parce que c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Parce que moi, je pense que le succès, c'est d'arriver justement à avoir une team évolutive de l'état embryonnaire jusqu'à l'état d'industrialisation. Mais en fait, le fait est que plusieurs personnes sont un excellent recrutement sur les 6 premiers mois de la boîte. Mais en fait, à partir du 6e mois de la boîte, c'est plus du tout la même boîte. On rentre dans une nouvelle phase. Et ensuite, c'est plus du tout la même boîte, etc., etc. Et à cette Et en phase-là, ils fait, sont peut-être pas adaptés. ils sont plus adaptés. Et Ça en se fait, ils sont justifie par excellents dans une phase l'itération, et pas. Exactement. le modèle itératif de la caractéristique de la startup. Absolument. Et arriver à trouver des gens qui survivent et qui arrivent à développer, parce qu'il faut aussi accepter, attendez, mais moi c'est génial, je suis tout château au début de la startup, bah Coco, à un moment donné, il faut que tu recrutes, et à un moment donné, il faut que tu délègues, à un moment donné, etc., etc., etc. Et peut-être qu'on est Lâche plus prise mauvais, aussi. exactement, en management, et peut-être qu'on est bon vraiment que sur toucher un peu à tout. Donc en fait, toucher du doigt, à mon sens, et réussir concrètement ce recrutement qui va être pluriannuel, on a l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est un challenge Beaucoup plus hyper compliqué compliqué. que ça, Et mais bon. réussir à le faire, pour moi, c'est un succès. Dernier succès, évidemment, c'est de pouvoir avoir des gens, en tout cas que tu peux inspirer de quelque manière que ce soit, d'avoir d'autres jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement, pour le coup, moi je suis marocain et je suis allé en France entreprendre, etc. Et pouvoir trouver des connexions avec le Maroc, pour moi, ça c'est un succès extraordinaire. Juste de pouvoir effectivement avoir des Marocains qui me disent ah bah tiens, hyper intéressant, moi aussi j'aimerais bien faire ça, ou juste de la data, ou juste demander conseil, pour moi ça c'est extraordinaire. Et du coup, là, si je dois retenir un truc, c'est que ce dont tu es le plus fier de tout ton parcours, c'est que tu es marocain. Exactement. Alors, marocain et qu'on arrive à naviguer, à mon avis, à travers toutes les cultures qu'on adresse. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure. On a Oui, parlé des États-Unis, des environnements exact. Agile hispanophones, et des etc. environnements En fait, hispanophones aussi. l'idée, c'est aussi, à mon avis, que le marocain est multipotentiel, à mon Tout sens. à fait, Vraiment. tout à fait. Et waouh, l'avenir! Oda, pour toi, c'est quoi? Ça. Bah, écoute, déjà, il faut que tu saches que bon, Seiki commence à bien se développer. On a fait une Mhm. levée de 2 millions récemment pour développer les équipes, continuer la R&D, mais Félicitations. aussi, merci beaucoup, aussi adresser l'Afrique et d'autres marchés. L'Afrique, le Middle East et d'autres marchés à l'international. Donc, l'objectif, c'est effectivement de continuer à croître, de continuer à investir dans la data, dans la R&D, dans la deep tech, dans l'IA notamment, et de Mhm. pouvoir s'étendre. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, il faut savoir que, donc, à côté, je suis vice-président d'une association qui s'appelle ASLI, D'accord. mes origines, forcément. Ok. En fait, on fait énormément de choses, notamment, et je trouve que c'est hyper intéressant et c'est lié aussi à l'entrepreneuriat, Mhm. c'est qu'on ne peut pas, à mon sens, réussir dans le secteur privé sans avoir un pied dans le secteur public. Il faut comprendre les enjeux, il faut savoir ce qui se passe, les besoins intrinsèques du pays, pour pouvoir, c'est dans le mieux observer. On Mais tu revient à sais ce qu'on a dit que tout à l'heure. moi, c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai repris le chemin de l'école pour faire une licence en droit. On en Et oui, parlait non, tout mais à on en l'heure, parlait tu tout à vois. l'heure, exactement. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, cette double vision permet justement de développer des choses utiles à long terme. Ça te donne un regard plus macro. Et Exactement. donc, tu as the big picture. Exactly. Alors pourquoi Asli? Parce que Asli, déjà, premier réflexe, c'est qu'on a voulu mettre en relation tous les Marocains du monde, globalement. Mhm. Donc on a organisé un sommet au La diaspora. Canada,
la fameuse diaspora où on a rassemblé des Marocains extraordinaires qui font des choses géniales. C'est On a créé du magnifique. business en même pas 3 jours. Moi, Ah, tu personnellement, j'ai network vite rencontré fait sur ces hyper trucs comme vite. ça. Ah oui, oui, c'est fascinant. Parce qu'il y a l'esprit d'appartenance. On appartient Exactement. tous à Exactement. une grande, j'ai envie de Communauté. dire communauté, mais j'ai envie de dire une grande marque, mais avec ce grand guillemets, Ouais, la marque complètement. Maroc. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire parce que, je donne l'exemple du Canada, on avait rassemblé tout le monde au centre culturel, du Maroc, au Canada et on a pu, créer énormément de synergies business, synergies, notamment de création de valeur et cetera Avec des Marocains d'investissement du monde, ça doit avec des être Marocains du monde. extraordinaire, ça. C'était génial. Plus les acteurs publics. Alors attention, c'est pas que les Marocains du monde, c'est les Marocains du monde et on est Et allé les à Montréal. institutionnels. Exactement. Et les D'accord. acteurs locaux, en fait. On a Ok. invité la mairie de Montréal, les acteurs locaux, parce qu'on ne peut pas non plus Intéressant. voir la diaspora juste dans un entre-soi. Eh bien non, c'est la diaspora qui s'ancre parfaitement avec les entités locales Dans le et vivre les ensemble autorités dont et on dans le parlait vivre tout à l'heure. ensemble. Et ça, je trouve que les Marocains sont plutôt bons parce qu'on arrive quand même à s'adapter rapidement aux cultures et finalement à trouver Ils des vont bons vite. postes au bon moment quand on veut et quand on peut. Et d'ailleurs, on doit développer ce networking pour pouvoir essayer de s'entraider un maximum. On est allé à Dakhla aussi récemment. On a rassemblé les plus belles baies du monde à Dakhla. On a pu voir à quel point Dakhla peut être un vivier de connaissances, de technologies. On a travaillé sur plusieurs sujets sur place parce que finalement, Dakhla peut être demain un centre Un grand hub, d'innovation oui. africain absolument extraordinaire. Et donc, du coup, avec Asli, on fait beaucoup de J'avoue. voyages, on rassemble des gens. Pas plus tard que ce ramadan, on a invité Madame la ministre, Madame Amel Fellah Serrochni, notamment, qui est venue notamment prendre le ftour avec nous, avec la consul de Paris, Nadab Qali, avec le consul Super. d'Orly, avec plusieurs personnes. Donc, c'est important. Plus des maires de France, le maire notamment de Bure-sur-Yvette et d'autres. Donc vraiment rassembler tous les acteurs privés et publics, Pour faire de marocains la et français. co-construction. Mais bien sûr, et vraiment dans cette optique du Maroc ouvert à l'international. On ne pense pas que marocains du monde, on pense marocains de France, qui fonctionnent très bien avec les Français, qui créent de la valeur, et on met en relation, on fait souvent ce qu'on appelle de la diplomatie parallèle, en mettant en Oui. relation notamment du jumelage de villes, C'est en monté en créant puissance ces des 10 choses. Et dernières années, en je effet, trouve oui. ça C'est extraordinaire. Ne génial, ça. serait-ce qu'avec le rapprochement France-Maroc récent, Oui, avec le Maroc à l'honneur au Salon du Livre, au Salon de l'Agriculture, ça fait etc. plaisir, ce Ah, genre c'est de choses. extraordinaire, c'est génial. Et effectivement, pour revenir à ta question, ce que je trouve génial, c'est que pour moi, honnêtement, si on doit résumer effectivement, c'est l'importance aussi de connecter finalement les Marocains à l'international. C'est important, on a une diaspora, on est multitalent et on le voit avec le GITEX Oui, qui se passe actuellement, extraordinaire, où on effectivement. a le monde entier qui est sur place. Et on voit revenir des Marocains du monde entier représenter des structures internationales au Maroc. Et ça, Absolument, c'est extraordinaire. complètement. Et puis finalement, c'est vrai, particulièrement aussi bien pour les nationaux qui vivent, les Marocains du Maroc, que les Marocains de la diaspora, il y a énormément de compétences, il y a énormément de savoir-faire, il y a énormément de technicité Et oui. qui gagneraient à être mises en synergie parce qu'ensemble, on pourrait vraiment construire des choses extraordinaires. Reprenons ce qu'on a dit tout à l'heure sur Peers Up, Ouais, la capitalisation des oui, connaissances. tout à Imaginons fait. que demain, on crée une mémoire des connaissances et des compétences marocaines. Que chacun puisse apprendre des erreurs des autres entrepreneurs, des autres entreprises. Ce serait Et qu'on puisse extraordinaire. avoir un vivier de single source of truth de Yeah. chacune des informations et qui puisse être aussi en adéquation avec des expériences avec l'international. Si on crée une centralisation des connaissances, des compétences et du savoir et de la mémoire Maroc évolutive, parce que ce qui fonctionnait en 2010 ne fonctionne plus aujourd'hui, etc., tout en gardant un œil sur le mieux se connaître en tant que Marocain multipotentiel, mieux s'entourer, donc un bon networking, un bon savoir-faire avec les Marocains du monde, et mieux observer parce que l'environnement change, les nouvelles Il faut technologies, l'IA, etc. En fait, on revient à ce triptyque qui est clé dans l'innovation et la réussite technologique. Mais oui, justement, c'est une citation qui disait rien n'est permanent sauf le changement. Et Et donc, oui, si tu t'arrêtes d'observer, tu exactement. rates quelque chose Et en oui, cours de et oui, route. complètement. Hyper intéressant. Tout à fait. On approche, Jafar, de la fin de notre épisode. Je te remercie encore une fois d'avoir Merci partagé à avec toi. nous ce parcours très inspirant qui, je suis sûre, saura titiller notre audience et puis ouvrir des chakras. lumières et des ambitions, des chakras également. Avant de passer à un autre volet un peu plus décontracté, je voudrais connaître tes conseils ou les ressources ou recommandations que tu pourrais faire à notre audience, téléspectateurs et auditeurs. Ça peut être un livre, un conseil, quelque chose à faire, à ne pas faire, à regarder, une réflexion. Feel free to
recommend what you... Bien sûr. Alors, à mon avis, le premier sujet et la première recommandation, c'est déjà de voyager, de connaître un maximum de cultures, parce que ça, pour le coup, on en parlait pour le Japon. Moi, j'ai été scotché de voir à quel point ils sont extrêmement sérieux dans ce qu'ils font. Il y a un respect d'autrui qui est absolument extraordinaire. Et en réalité, comprendre les paramètres interculturels de chacun des pays permet d'être un meilleur entrepreneur, parce que forcément, une nouvelle fois, on adresse les bonnes problématiques au bon moment, avec les bonnes solutions, tout en s'adressant à la bonne cible. On parlait tout à l'heure des personas Tout et à du cœur fait. de cible, eh bien, un pays, ça peut être un cœur de cible pour le lancement d'une boîte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut faire ce qu'on aime. Ça n'a aucun Fais sens ce de que dire, ah tu ben aimes tiens, et tu j'ai ne une idée, travailleras jamais. je vais innover, j'ai n'importe quoi dans un truc que je déteste. Ça n'a pas de sens ou que Jamais. j'apprécie pas beaucoup. Parce que l'entrepreneuriat est difficile. Force est de constater qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Donc, Oui, au bout du 48e échec, ben, en fait, si on est passionné, on va peut-être passer et tenter le 49e et peut-être que ça va se transformer en un succès. Et ça, c'est clé. Il faut get ready on the long run, c'est important. Et toujours, je rappelle le triptyque une nouvelle fois, il faut vraiment, vraiment faire l'effort de se connaître. Je parle de développement personnel, je parle notamment confiance de de soi, confiance de de soi, connaissance de soi, de exactement, développement de soi. exactement, parce qu'on a tous des points faibles et des points importants. Il y avait la fameuse fenêtre de Johari, Tout où à il y fait. a le moi x 4, donc le moi qui me connaît, le moi selon les autres, et il y a aussi une zone qu'on appelle la zone aveugle, et qui, elle, se découvre notamment par le développement personnel, Tout et à ça fait. c'est clé. Mieux s'entourer, hyper important. Le networking aujourd'hui, les Marocains du monde notamment, et les Marocains du Maroc, n'arrêtent pas aujourd'hui d'avoir des instances où on arrive à se retrouver Échanger, finalement. partager, coopérer. Exactement, et on l'a vu, ne serait-ce qu'hier, il y a eu Au un petit Jaïtech, c'était groupement, mais c'est impressionnant. incroyable. Et même le soir, il y a eu plusieurs dîners de 60 Marocains de partout. On a échangé, on a networké, c'était extraordinaire. Donc mieux s'entourer, je m'en fais pas beaucoup. Mieux s'entourer aussi d'investisseurs, d'écosystèmes comme l'UM6P, Tout à de fait. plusieurs typologies d'instances aujourd'hui. Et ben, c'est facile à faire au Maroc parce qu'on commence à avoir un environnement extrêmement Un riche. écosystème dédié. Exactement. Et mieux observer, ça c'est clé. Je le dirai jamais assez. On a des talents extraordinaires au Maroc qui sont très techniciens, mais parfois, il faut aussi aller vers la culture générale, aller voir ce qui se passe et se documenter, même sur des choses qui n'ont rien à voir avec notre secteur. Parce que c'est là où on arrive à mixer finalement des environnements qui n'ont rien à voir et ça crée des idées de boîte. C'est assez extraordinaire de se dire que, par exemple, un Uber, eh bien, ça peut être effectivement, notamment un Deliveroo, pardon, c'est un Uber et en même temps, finalement, de la livraison C'est ça. de food. Exactement. Donc, en fait, il faut s'intéresser à différents domaines et ça donne des idées de boîte assez incroyables parce que on a finalement, le cerveau fonctionne comme ça, les réseaux de neurones fonctionnent comme ça. Tout à fait. On arrive à faire des corrélations pour répondre à des problématiques données à un moment donné. Donc ça, ce serait mes conseils d'aujourd'hui. Super, Jafar, merci pour tes conseils Merci d'aujourd'hui. Asma. Je veux te défier, Mais bien tant évidemment, qu'à faire. on adore. Ouais. On a parlé de risque ou De pas? risque, Et oui. voilà. Bah voilà, j'ai un défi pour toi. Let's go. Et le défi, c'est même toi-même qui vas le choisir. Ok. J'ai une petite boîte. Ok. Tu vas tirer 3 défis au hasard. Et je te laisse en grand seigneur la latitude d'en choisir un. Ah, formidable. Donc j'ai le choix. T'as le choix, tu vois déjà. C'est un peu comme la vie de tous les jours, quoi. Tu as le choix, C'est tu fais ça. pas forcément le bon, mais au Non. moins tu as le choix. On prend celle du haut, celle du milieu et celle du bas. Fais comme tu veux. Je dois les lire à haute voix? Mais tu regardes et tu vois Ok. comme tu veux. Mais celui que tu Hop. choisis, tu nous le montres à la caméra, s'il te plaît. Mhm. Alors. Ok, bah, utilisez un ensemble de clés pour représenter différentes portes ou opportunités qui vous ont ouvert des portes dans votre carrière entrepreneuriale en expliquant brièvement la clé. La clé, c'est ça, chaque clé. Alors, je dois prendre combien de clés du coup? Alors, en fait, tu vas voir, je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience, ce défi, Ouais, parce que je trouve qu'il est assez lunaire, comme il faut reprendre ton terme. j'adore ce mot. J'ai une série de clés. Ouais. Ah, t'as vraiment oui, beaucoup de oui, clés. oui, c'est ça. C'est les clés de chez toi? C'est Tu les dois vivre clés, dans j'ai un château. ramassé les clés du quartier, tu vois. Et Vraiment. en fait, tu réfléchis, tu regardes, tu prends ton temps et tu Ouais. nous dis quelles sont les clés qui illustrent ton parcours entrepreneurial en choisissant et en argumentant et en motivant, nous expliquant pourquoi chaque clé. Vas-y, je t'en prie. Interesting. Ok.
t'aide à y voir plus Je vais clair. prendre celle-là, du coup. Tu fais comme tu veux. Allez. T'en as de toutes les tailles, Vraiment de de toutes tout. les formes, C'est assez des gros énorme. trousseaux, Dans des aucun sens. petits. Je te laisse. Et même la télécommande de tout. de ta voiture, tout va Voilà, bien. tout va bien. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, pour une raison assez simple, parce que c'est le fer à cheval. Ouais, Et en réalité, c'est une question de chance. d'accord. Je prends ma première expérience entrepreneuriale. On a dit qu'il faut toujours mieux se connaître, mieux s'entourer, mieux observer. Ben, en fait, j'ai eu la chance quand même d'avoir ce feedback, in fine, du DRH de Canal+, et de l'ancien DG de Adecco France. Mhm. En réalité, il y a quand même une chance qui est celle de me dire, j'étais pas issu des RH moi. Par contre, j'ai écouté et j'ai pu poser les bonnes questions au bon moment pour évaluer en fait à quel point c'est un vrai problème. Il y a souvent, on dit souvent, c'est soit une vitamine, soit un painkiller. Là, du coup, l'objectif, c'était de se dire, est-ce que c'est un vrai problème pour lequel je dois inventer une vitamine ou vraiment un painkiller, globalement. Ok. Donc, il y a une question de chance. Donc, c'est pour ça que je mets cette clé-là pour Pearson, D'accord. parce qu'on a eu Ok. quand même de la chance. Vous avez eu de la pour chance pour faire ça. Eh bien, voilà. Là, effectivement, c'est une clé énorme, mais pour le coup, pourquoi je la prends, c'était pour potentiellement ouvrir peut-être les portes d'une prison et d'y mettre mon associé de l'époque. Non, je ne vais pas à ce point, mais pour le coup, non, je dirais que c'est une grande Les clés du clé pour le coup, pour potentiellement, Un effectivement, grand c'est les clés du succès. succès, on va dire. Très bien. D'accord. Et puis, eh bien, High-tech. cette clé-là, elle est Ouais. high-tech. Moi, je dirais que c'est la clé du GITEX, la clé du Maroc, la clé du Maroc qui se positionne en tant que hub du digital à l'international. Et j'aimerais bien utiliser cette clé pour faire en sorte que Seiki, aujourd'hui, puisse justement profiter de cet élan de digitalisation du Maroc, cette force IA, notamment à l'international, de manière à pouvoir justement apporter ces technologies-là, notamment au Maroc, en Afrique, mais aussi au Middle East et au reste du monde. C'est une technologie qui est nouvelle, qui est certifiée par le CESP, qui est le Centre des études des supports publicitaires. Elle n'existe pas. Donc, on est la première mesure des audiences réelles. Je suis très fier de dire qu'elle est partiellement marocaine. On est une boîte Bravo. franco-marocaine, en tout cas française, mais du coup, vu que je suis marocain, Eh, les Marocaines de Marocain cœur. de fait. Voilà. Et on a besoin de Billion Dollars Company et je pense qu'on peut très bien y arriver. Et grâce au GITEX, grâce à toutes ces initiatives et à cet écosystème-là, moi je dirais que cette clé-là, elle va pouvoir ouvrir le potentiel grâce au Maroc, qui aujourd'hui peut dépasser largement les plus grands du monde et dans le nouvel ordre mondial, se positionner et prendre un élan extraordinaire. J'ai été inspiré. Oui, là, Voilà, tu me cloues le bec parce que c'est difficile de rajouter quelque chose après ça. Franchement, j'ai envie de dire couper, on arrête On arrête l'épisode, tout. mais quand même pas. Alors justement, on arrive à la fin de l'épisode. Après t'avoir mis au défi, Ouais. comme on essaie d'être équitable à Impact Aussi, Podcast, tu vas faire un défi. si tu veux, si tu insistes vraiment, je peux. Eh ben, Mais j'allais te proposer Ouais. pour les faire bosser aussi un petit peu, de lancer un défi après alors avoir donné un conseil et des ressources, Ouais. un défi à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Un défi à nos téléspectateurs. Donne-leur quelque chose à faire, s'il te plaît. Eh bien, avec grand plaisir. J'aimerais bien qu'ils fassent un défi que j'avais déjà fait il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, qui était révélateur et extraordinaire. J'étais à un moment de ma vie où j'étais en réflexion, c'était après plusieurs échecs, parmi ceux que j'ai cités, Oui. mais c'était un défi génial, c'était tout simplement de faire le chemin de Saint-Jacques, El Camino de Santiago de Compostela, Ok. où j'ai marché à peu près Oui, tu m'en 50 avais km parlé. par jour et j'ai fait tout le nord de l'Espagne à pied avec un groupe d'Andalous. Donc déjà, Extraordinaire. première immersion extraordinaire, c'est que j'étais le seul à parler français et arabe, donc j'étais avec des Andalous d'Andalousie, donc déjà, oui. Tu parles difficilement castellano, qui parle Et qui parle andalou. carrément muy rápido, Muy et rápido. on mange l'intégralité des mots. Mais ce qui est hyper intéressant en fait dans cette expérience-là, c'est que forcément ton cerveau en fait est en conditionnement total de repos en fait et de freeness parce que tu parles pas ta langue, tu es dans un environnement complètement différent, tu fais un effort physique parce que tu marches énormément et tu as quand même un objectif à la clé, c'est d'arriver finalement à Saint-Jacques de Compostelle. C'est dépaysement total, quoi. C'est dépaysement total. Et en fait, ce qui est incroyable dans ce chemin, c'est que chaque partie est complètement différente. On a des endroits qui sont très verts, d'autres non, et ça. Très Et en aride, fait, etc. on se met finalement à parler à des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on vit tous la même pain, qui est celle de marcher, d'être épuisé, et de ne pas avoir assez dormi, et d'avoir faim. Et du coup, c'est hyper intéressant, ça rapproche énormément. Et en fait, quand on arrive, on prend énormément de recul avec l'intégralité des problèmes qu'on a. Je pense que we free our mind. Et honnêtement, j'ai pris 2-3 des meilleures décisions de ma vie pendant ce voyage-là, parce qu'en fait, je marche, et quand je marche, à un moment donné, le corps
entre en automatisme et en fait, on fait plus que réfléchir à des choses et à observer et c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. Donc si je peux recommander, clairement, ce serait ça. Ce serait quoi, de faire de la randonnée? Ce serait de faire le chemin de Saint-Jacques. De Saint-Jacques, d'accord. Oui, après, c'est vrai On peut faire l'équivalent ailleurs. Ou C'est- non, pire, pour les plus sportifs. Toubkal aussi au Maroc. Ah bah oui, il y a le Toubkal effectivement. Et il y a aussi le GR20, très compliqué en Corse. Mais pour le coup, il faut être vraiment sportif parce qu'il y a des dénivelés assez incroyables. Ouais. Ou tout simplement aller à Dakhla et puis tracer jusqu'à Lyon. Mais tu sais, pour rebondir sur ce que tu disais, sur quelque chose de un peu plus soft, plus facile à intégrer dans les habitudes, comme toi, certaines des plus belles décisions et des plus grandes décisions de ma vie, je les ai prises aussi en marchant. Sauf que moi, j'ai fait pas Saint-Jacques-de-Compostelle. Le quartier. Non, pas du tout, même pas encore. Par contre, j'ai fait de la randonnée en montagne, juste de journée. Et rien que ça, le fait de devoir se mettre au défi de faire ce dénivelé-là pendant quelques heures, de faire du 500, 600, 700 mètres de dénivelé, tu es au bout de ta vie, au bout d'un moment, et ça te fait prendre conscience que les belles choses de la vie, les beaux succès, no pain, no gain, quoi. Absolument. Si tu Donc si on souffres pas, tu résume vas y en arriver. fait nos deux expériences, c'est dépassement de soi et contact avec la nature. Tout à fait. À mon avis, c'est fondamental. Ouais. Et je te remercie de synthétiser parce que ça nous ramène vers l'un des derniers volets de notre épisode qui est conseils et remarques. Donc, remarques à nos auditeurs, conseils que tu aurais oublié de donner, rebond sur quelque chose qu'on aurait abordé, sur lequel tu voudrais finir. Feel free to say what. Alors, conseils et remarques par rapport au Maroc de manière générale. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui voient le Maroc se développer. Il y a des choses extraordinaires qui arrivent. C'est vrai qu'on est beaucoup à l'international. Je pense qu'on a tous un devoir de give back au pays de Tout à manière fait. générale et je pense que beaucoup le font vraiment avec le cœur. Il y a ce sentiment Oui. d'amour de la mère patrie qui est vraiment ancré en nous et qui est extraordinaire. Et à mon avis, il y en a encore certains qui disent non, mais qu'est-ce que le pays me rapporte? Non, je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce que je rapporte Porte au à mon pays? pays. Aujourd'hui, si on veut que le pays se développe Il et faut lui donner il y a quelque chose. tous les atouts pour le faire, il faut lui donner. Il faut pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Il y a tout à faire. Et honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus challenging et plutôt impactant en réalité de travailler dans un pays où il y a tout à faire, où on peut aller extrêmement loin, où il faut réinventer, que d'être dans des endroits qui sont déjà hyper développés et où tu peux juste optimiser. En fait, t'es un parmi 1000. Là, pour le coup, je pense que les gens peuvent avoir un vrai impact, de quelque manière que ce soit. Et ça, à mon avis, la remarque que je fais, c'est je suis déjà impressionné par les Marocains qui ont cet amour pour le Maroc. Et je pense que c'était la question par rapport à enfin, plutôt la remarque par rapport à la bonne question à se poser, qui est celle de qu'est-ce que je peux, moi, apporter à mon pays. Et alors justement, tu vois, c'est génial parce que c'est pile la dernière rubrique, là t'anticipes, je sais pas comment tu as fait, c'est pile la dernière rubrique de notre épisode qui est justement, si tu veux, poser une question à notre audience qui n'hésitera pas à nous répondre si elle le souhaite en commentaire. Et si vous le souhaitez également, pensez à vous abonner et à suivre la suite de nos épisodes. Mais en tout cas, pour conclure ce 5e épisode de la 2e saison d'Impact Podcast, Jafar El Alami, avant de conclure déjà, je voudrais te remercier encore une fois de ta présence, de ce super échange que j'ai apprécié. J'ai complètement oublié qu'on avait la caméra en face. C'était génial de discuter avec toi. Merci beaucoup. Et puis, je te donne la parole pour éventuellement poser ta question à notre audience qui répondra par commentaire si elle le souhaite. Ok, Et un dernier mot éventuellement. super. Eh bien, chers jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs au sens large, selon vous, quelle est Graine l'innovation? d'entrepreneur Graine également. d'entrepreneur, selon vous, quelle est l'innovation qui fera du Maroc, notamment un pays qui host des licornes et qui fait qu'on peut avoir des multi-billion dollars companies et qui pourra justement nous propulser au sommet. Donc, quelle est cette innovation selon vous? Question pour un champion. Mais tu sais, Jafar, j'ai envie de te reformuler ta question parce que ça me fait un peu dissonance cognitive. J'ai pressenti que tu posais une autre question et finalement, tu as posé la même question mais en la reformulant. Et je sais pas, mais je trouvais que la façon avec laquelle tu l'as formulée la première fois était beaucoup plus impactante. Donc, je dirais que ta question, Jafar, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays?
Ah, pas Mmh. mal, c'est vrai, complètement. Tu vois? Parce que c'est ça finalement, ça revient au même l'un dans l'autre. Absolument, absolument. Oui, qu'est-ce que vous pouvez faire et par quelle innovation? Exactement. Jafar, merci beaucoup. Merci Asma, un grand merci à toi. Merci à toi, madame, monsieur, merci de votre attention et à très bientôt pour les épisodes suivants.